Romain Rabier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en transformation de l'entreprise et vous êtes auteur de Smart Leaders. Tout à fait. Paru aux éditions Ellipse, avec une baseline intéressante, évaluer et développer vos compétences du futur. Et c'est de ça qu'on va parler ensemble. Alors il y a un chiffre qu'on a vu, revu, torturé dans tous les sens, qui est ce 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. On trouvait que c'était un bon préambule pour parler transformation des compétences. Alors qu'est-ce qu'il raconte du futur du travail, ce chiffre ? Alors effectivement, c'est un peu le principe de toutes les prospectives à 2030, c'est que bon, faut prendre ça avec quand même pas mal de recul. Moi, ce que je comprends de ce chiffre, il y a plusieurs choses et effectivement, il y a aussi une certaine mesure à avoir. D'abord, quand on parle de métiers qui n'existent pas, je pense, et les études le montrent de plus en plus, qu'on est plus sur des activités qui se transforment et qui transforment in fine les métiers, que des métiers qui vont totalement émerger. Voilà. On sait que les métiers qui sont en phase d'automatisation aujourd'hui, certains vont disparaître, mais c'est une frange qui est quand même faible, c'est autour de 10%, 10-15%. Les autres vont plutôt se transformer et on va avoir surtout une évolution des compétences demandées. Donc, ça veut dire qu'effectivement ça se transforme, qu'il y a beaucoup de tendances lourdes qui vont faire que les métiers vont évoluer. Après, est-ce que ce chiffre-là, c'est pas du marketing ? Pour moi, c'en est plus pour l'instant quelque chose sur lequel on peut appuyer des faits. Absolument. Alors, votre ouvrage, c'est un ouvrage volontairement pratique qui se décline en une somme de fiches pour aider les managers, les directeurs d'entreprise, voilà, pour gagner en agilité, comme vous le dites, au niveau des compétences. Mais quelles sont-elles, ces compétences du futur ? On reste un peu dans le flou. Qu'est-ce que vous détaillez finalement dans votre ouvrage sur ces compétences du futur ? Alors la première chose, c'est que je ne les ai pas inventées. Voilà, donc c'est quelque part, c'est des compétences qui, encore une fois, sont issues d'un certain nombre de rapports internationaux et de réflexions sur la façon dont évolue le travail. Donc ces compétences, en fait, moi je les ai catégorisées en 4 familles qui traduisent justement une évolution. La première, c'est ce que j'ai appelé les métacompétences humaines. C'est-à-dire finalement, dans un monde dans lequel la machine prend une importance de plus en plus forte, c'est d'arriver à voir finalement comprendre ce qui fait la singularité de l'humain par rapport à une machine. Donc la première chose, c'est de comprendre finalement comment on raisonne, comment on pense, comment on mémorise, comment on apprend, puisque c'est un peu de ça dont il est question aujourd'hui. Ensuite, il y a 3 autres familles qui sont les compétences cognitives, donc finalement la façon dont je vais créer de la valeur avec mon cerveau, puisqu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où l'intelligence artificielle augmentée forte, c'est-à-dire que ça serait assimilé à un cerveau humain, on est quand même assez loin, et on peut espérer qu'on n'y arrive jamais pour des questions aussi éthiques. Mais en tous les cas, voilà, en tout cas, il y a une problématique de mieux valoriser finalement la partie cérébrale et moins la partie d'exécution. Voilà. Donc c'est des compétences comme la créativité, la transdisciplinarité, le fait d'aller chercher de nouvelles idées par le biais de tout un tas de leviers. L'autre partie, c'est les compétences qu'on appellerait sociales. Donc c'est finalement le fait que dans un monde demain homme-machine, de la même manière, on peut considérer que l'être humain, son enjeu numéro 1, ce sera quand même de conserver, de faire en sorte que son espèce perdure, j'ai envie de dire. En plus avec les questions écologiques aujourd'hui, c'est un sujet qui est encore plus d'actualité. Donc quelque part de s'intéresser aux autres, de savoir finalement comment les autres réagissent et de pouvoir, encore une fois, les amener vers les chemins les plus vertueux possibles. Et donc là, c'est beaucoup question d'intelligence émotionnelle, de comprendre comment les autres se sont, pouvoir effectivement gérer des groupes de personnes, faire collaborer les personnes. Donc on est sur de la bienveillance, l'empathie, la résilience, tout c'est... Voilà, alors après il y en a certaines que je ne traduis pas comme étant des compétences, mais bon là on est sur peut-être de la sémantique, en tous les cas c'est clairement l'idée. Et puis la dernière partie, c'est les compétences, alors moi j'ai appelé situationnelles, qu'on peut appeler organisationnelles, qu'on peut appeler autrement, qui sont plus finalement la façon dont je vais réussir moi à tirer parti en fait du monde de demain, donc ma capacité à prendre des bonnes décisions, à avoir un jugement éclairé, voilà, et finalement à être acteur moi-même de là où je vais aller. Pour continuer à rentrer un petit peu dans ce défi RH, il y a une notion que vous abordez et qu'on a trouvée très intéressante sur l'urbanisation à mener côté RH.
Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette urbanisation, et de quoi il en retourne? Donc ça part d'une conviction qui est effectivement de dire que les compétences, c'est un actif de l'entreprise demain qui lui conférera un leadership plus ou moins fort. Donc il faut quelque part travailler sur cet actif qui est souvent très peu connu et très peu valorisé dans les organisations. Il y a encore énormément d'entreprises et beaucoup de grosses qui ne savent pas dire ce que leurs employés savent faire. Et donc forcément qui n'en tirent pas de valeur. Voilà, parce que quelque part, vous avez une vie peut-être avant votre job actuellement, et ces compétences-là, l'organisation ne les connaît pas et ne va même pas chercher à les connaître. Voilà, donc derrière la question de l'urbanisation RH, c'est qu'à partir du moment où on croit en fait en cette importance des compétences dans le monde de demain, d'un point de vue vraiment stratégique, ça veut dire que le DRH, qui est un petit peu le garant de cette problématique-là aujourd'hui, il doit ne plus avoir un rôle qui est plutôt en retrait et plutôt administratif, comme c'est le cas dans pas mal d'organisations, mais justement il doit être au carrefour, ça doit être un hub sur plein de problématiques. Donc je peux en citer quelques-unes. Déjà lui il va devoir gérer tous les analytics, toutes les données autour des compétences des personnes. Ensuite il va devoir potentiellement justement faire en sorte que la valeur puisse être créée en fonction de ces données selon les besoins d'entreprise. Donc s'il y a des projets qui sont pour une finalité X, et ça va être à lui de regarder sur la base de ces données quels sont les meilleurs talents qui peuvent permettre de réussir. Et puis il va avoir un rôle aussi, si je rejoins le terme d'urbanisation, un peu de carrefour, parce que quelque part c'est aussi lui qui va devoir à un moment aider le management intermédiaire à acquérir cette composante dans son métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit que la principale difficulté des transformations, c'est que le management intermédiaire fait obstacle plus ou moins sciemment, mais en tous les cas il y a une résistance. Et quelque part, son métier demain, ça va être justement de devenir aussi un acteur central sur la partie des compétences des équipes qui le géreront. Et donc, on peut considérer que c'est le DRH aussi qui va devoir faire l'interface et sensibiliser et culturer toutes ces personnes à ce que sont les compétences, comment je les évalue, comment je les cherche, comment je les trouve et comment je les valorise. Vous parlez de cette couche intermédiaire qu'est le middle management, et ça renvoie, en tout cas dans mon esprit, à ces futurs smart leaders, futurs ou actuels. Pas que. Mais... qui sont-ils ces smart leaders? Déjà, les smart leaders sont, j'espère, les middle managers, mais pas que. C'est-à-dire que derrière, effectivement, derrière cette notion-là, finalement, c'est les individus qui vont avoir cette conviction que les compétences sont centrales et qui vont finalement essayer de prendre en main leur employabilité et celle des autres. Et justement, le smart leader, c'est celui qui va aussi générer dans l'organisation une transformation appuyée sur ce que moi j'assimilerais à une gestion agile des compétences. Voilà, on définit finalement quelles compétences on va développer, on expérimente des petites choses au quotidien, on évalue la pertinence, la valeur ajoutée, et on recommence, et on fait évoluer l'organisation comme ça. On aimerait bien vous interroger sur le peer learning, qui est, vous le savez, un sujet au cœur de la démarche Skilltrock, et qui rejoint cette idée de, finalement, micro-expérimentation permanente. Quel est votre ressenti sur cette pratique? Aujourd'hui, le peer learning, je pense que effectivement, c'est un levier extrêmement important. Mais de la même manière, ça doit vraiment s'organiser. C'est-à-dire que je pense que de manière individuelle, ça peut être vertueux un temps. Après, quelque part, c'est vraiment dans la compréhension fine des métiers de l'organisation, de la façon dont ces métiers évoluent, la façon dont moi, mon métier peut apporter de la valeur aux autres, que je vais pouvoir voir où le peer learning fait du sens. Encore une fois, ça passe pour moi par un travail de maturation, de conviction. Et normalement, quand on se reverra en 2030, on verra que celles qui ont fait ce choix-là ont plutôt mieux réussi que les autres. Nous l'espérons. Non, mais ce que j'entends surtout, c'est que le peer learning peut être une brique, finalement, d'un puzzle de mode d'apprentissage qui doit être drivé par un projet global, évidemment. Mais ce que finalement sous-tend le peer learning, c'est cette capacité d'apprendre à apprendre. Et ça, c'est aussi un sujet, enfin, en tout cas une fiche de votre ouvrage. Est-ce qu'on peut revenir sur ce fameux apprendre à apprendre? Au départ, on parlait beaucoup du apprendre à apprendre, ce qui est important.
mais la fiche s'appelle apprendre à désapprendre et à apprendre. Absolument. Et aujourd'hui, on se rend compte, par rapport justement à tous les gens qui sont installés dans l'organisation, qui ont leur schéma de pensée, qui ont leur processus, etc., et qui sont souvent donc des middle top managers, que le problème, c'est pas d'apprendre à apprendre pour se transformer, c'est d'apprendre à désapprendre. C'est d'apprendre à se dire que ça a changé, et que la façon dont on faisait n'est plus la meilleure possible. Et ça, c'est beaucoup plus dur quelque part qu'apprendre à apprendre. Parce que là, c'est comme un enfant, quelque part, si vous lui apprenez plein de choses, il va plus ou moins y arriver, mais enfin, il est dans cette dynamique-là. Apprendre à désapprendre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on s'attaque vraiment à ce qui est la composante intrinsèque d'un individu, et surtout quand c'est des gens qui travaillent depuis 20, 30, 40 ans de cette manière-là, c'est très très compliqué. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, il est presque plus là-dessus. J'en profite, voilà, pour montrer Smart Leaders, édité chez Ellipse, voilà, disponible partout. Tout le temps. Merci beaucoup, Romain. Merci à vous, c'était un plaisir.